Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Avec le temps tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va. Et oui, avec le temps, l'une des plus belles chansons de la langue française, André Berkoff, le 14 juillet prochain, marquera les 30 ans de la disparition de Léo Ferré. On peut dire que c'est le plus grand poète francophone du XXe siècle, André. En tout cas, oui. C'est un des plus grands. Moi, je le mets personnellement, à titre personnel, dans la lignée des Henri Michaud et des gens. Il a vraiment fait quelque chose. Évidemment, lui, c'est la chanson aussi. Et je voudrais dire quelque chose. Vous avez dit que le 14 juillet, donc, on va célébrer le 30e anniversaire de sa mort. Il est mort à l'âge de 77 ans. Et je trouve, je le dis ici, tout à fait, j'espère que la mairie de Paris, j'espère que le ministère de la Culture, j'espère qu'ils feront quelque chose à la hauteur. Si on ne s'occupe pas de nos très grands poètes, si on ne s'occupe pas de nos très grands compositeurs, on s'occupe de quoi ? On s'occupe de quoi ? De savoir s'il y a la petite censure sur les réseaux sociaux. Occupez-vous de la mémoire de la France. Occupez-vous de la mémoire des plus grands. Et j'espère vraiment, on espère tous d'ailleurs, je suis sûr, auditeurs de Sud Radio, que vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui connaissent Léo Ferré, ils sont très nombreux, que vraiment le ministère de la Culture, que la mairie de Paris, et Dieu sait s'il a chanté Paris, eh bien, fasse quelque chose. Nous sommes début juin, nous avons 1 mois et demi. Occupez-vous de Léo Ferré et faites ce qu'il faut pour Léo Ferré. Voilà, anarchiste, contestataire, poète, on va en parler, bien sûr, avec Pascal Boniface, Céline Alonso. Et oui, Léo Ferré, le génie de la poésie et de la musique, restez avec nous parce qu'on va vous raconter toute sa vie et son génie surtout. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Et oui, Léo Ferré, ni Dieu ni maître, c'est aussi le titre de la bande dessinée que vous publiez aux éditions Duno, Pascal Boniface. Bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Pourquoi avez-vous eu envie de lui rendre hommage sous la forme donc d'un roman graphique ? Racontez-nous. Moi, Léo Ferré, j'ai eu un choc en écoutant son disque Bobino 69 à 14 ans. Il ne m'a pas quitté depuis. Il n'y a pas un jour où j'écoute pas du Léo Ferré. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage parce qu'il est un peu oublié quand même. C'est effectivement le plus grand poète francophone du XXe siècle. Et voilà, il n'y a pas de lobby Léo Ferré, comme il avait dit, le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Il n'était pas d'une caste, il n'était pas d'un parti, il n'était pas du tout Paris. Donc voilà, on va avoir le centenaire, et merci pour votre appel, merci André Berkoff. Il va y avoir le centenaire de sa disparition, rien n'est prévu, on s'en fout, je sais pas, entre l'inculture et la médiocrité. Donc c'est quand même un peu scandaleux par rapport à son apport, par rapport à son œuvre. Et puis je trouve que la bande dessinée, j'avais déjà consacré un livre à Léo Ferré pour le centenaire de sa naissance en 2016, et j'ai trouvé que la bande dessinée, c'est une façon de lui rendre hommage de façon différente, peut-être aussi de s'adresser différemment à un public jeune, et le faire découvrir aux nouvelles générations. Il y a beaucoup de jeunes qui, souvent, voilà, je vois Robin qui est passé à The Voice, qui le chante très bien, il a connu Léo Ferré par son grand-père. Voilà, c'est très bien, et du coup, et donc peut-être que pour les nouvelles générations, une BD, tiens, c'est qui ce type-là, qui a les cheveux longs, qui est un peu vieux, on va picorer un peu là-dedans, puis on va découvrir une œuvre phénoménale, foisonnante,
absolument fantastique. Et oui. Et vous, André Berkoff, racontez-nous, vous aviez 20 ans la première fois que vous l'avez vu sur scène. Tout à fait, c'était à Beyrouth, il est venu chanter au Liban, et bon, on connaissait Brassens, on connaissait Brel, c'est un peu les mêmes générations, et puis Léo Ferré. Moi, je dois dire que d'abord, il faut que je dise, moi, pour le choc, je le dis, ça a été le Léo Ferré chante Aragon, je l'ai dit simplement, ça a été une révélation extraordinaire, parce que et c'est ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent, enfin, etc. Mais aussi, comme dit Pascal Boniface, un immense poète, et je dois dire qu'il m'a tout de suite... Parce que ce qu'on a senti, vous le dites, c'est que c'est un type entier. C'est un type qui est d'une sincérité totale, qui n'a jamais eu de pause. Il s'en fout, il n'a pas besoin de faire des pauses, lui, des postures ou impostures. Il est ce qu'il est, et c'est... Voilà, 300 titres, 50 d'albums, oui. C'est un géant. Oui, on peut dire que c'est l'artiste le plus prolifique. Il a plus produit que Brel et Ferré, Pascal Boniface. Ah oui, sans Brel et Brassens, sans commune mesure, 3 ou 4 fois plus, et surtout, non seulement ses textes sont magnifiques, la musique qui l'accompagne, mais surtout il a fait connaître à des générations entières des poètes qui seraient restés sur les étagères des bibliothèques sans lui. L'affiche rouge, vous parliez, André Berkoff, des poètes d'Aragon. Qui connaîtrait l'affiche rouge si Léo Ferré n'y avait pas mis cette musique époustouflante et sa voix et les chœurs? Et on peut dire la même chose de Verlaine, Rimbaud, que sont mes amis devenus, Rutebeuf, etc. Oui, donc, on écoutera justement, je précise pour nos auditeurs, dans un instant, on va écouter effectivement les plus beaux poèmes qu'il a mis en musique, Pascal Boniface. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Demain matin, alors. Oui. Il s'est passionné pour la musique dès sa plus jeune enfance. Hein, oui, effectivement, la musique l'a un peu sauvé. Il imaginait, il est né à Monaco, il a vécu à Monaco tout gamin, et il se mettait face à la mer et il dirigeait dans sa tête des orchestres tout à fait imaginaires. Ensuite, ses résultats scolaires étant un petit peu faiblards, son père l'a envoyé en pension de l'autre côté de la frontière en Italie, chez des prêtres, où il a été un peu molesté. Il s'y ennuyé, il est devenu le numéro 38, il était dans l'amour de sa famille, il est devenu un numéro, et c'est là qu'il a développé à la fois l'amour de la musique qu'il a un peu sauvé, et aussi des réflexes anticléricaux assez développés, et son goût pour les aspects libertaires. Et oui, effectivement. Et dans sa chanson consacrée à l'enfance, il résume cette enfance qu'il a vécue, parce qu'il faut le préciser, vous le racontez dans votre livre, son papa a quand même été très autoritaire. Ferré disait de l'enfance, c'est l'enfer sous le tableau noir. Écoutons cette sublime chanson. L'enfance, c'est un chagrin cueilli de frais, c'est un jardin, c'est un bouquet, c'est des épines aussi. L'enfance, c'est le paradis dans du cambouis, c'est des caresses au fond de la nuit, c'est une leçon d'ennui. L'enfant. Je voudrais dire quelque chose là, c'est juste préciser. Ce qui est extraordinaire, c'est l'articulation, c'est de Ferré. Il n'y a pas un mot quand on entend certains chanteurs aujourd'hui qui bafouillent, qui font n'importe quoi avec les mots, lui, il les soigne, il les met. C'est fabuleux. Et il les soigne autant quand il les écrit que lorsqu'il les chante. C'est ça. Oui. Vous parliez tout à l'heure de son côté effectivement anticlérical, et dans un livre qui était paru dans les années 70, Benoît Misère, il avait justement raconté avoir été victime d'un prêtre pédophile, c'est ça? Oui, effectivement, dans ce collège de Bordighera, il a été victime d'attouchement d'un prêtre pédophile. Ce qui l'a marqué à l'époque, c'était à la fois courant et on n'en parlait pas. Et pourtant, c'était très courant. Et donc, effectivement, c'est là que, alors qu'il était un numéro dans cette école qui était en fait une prison, et c'est là qu'il a découvert un peu le mot anarchie dans un dictionnaire, qu'il s'est dit, c'est ça qu'il me faut, et c'est là qu'il a développé son goût, et qu'il a aussi découvert la poésie à travers un camarade, et qu'il a, par contre-coup, développé cette imagination qu'il ne quittera jamais. Oui, il se cachait, paraît, des frères pour lire effectivement tous les textes que eux considéraient un peu subversifs à l'époque. Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, tout ça, c'est ça. Mais... En tout cas, ces chansons, ces débuts dans la chanson ont été assez difficiles. C'est moins que l'on puisse dire, puisqu'il monte à Paris en 1946 sur le conseil d'Édith Piaf, qu'il était allé voir dans sa loge à Monaco quand elle chantait. Quelle découvreuse, Édith Piaf. Voilà. Ouais. Elle lui dit, c'est très bien, mais montez à Paris, parce que à Monaco, vous ferez pas. Et donc, il monte à Paris. Et pendant des années, il courait les cabarets de 30-40 personnes avec un tout petit cachet. Il y avait aussi, finalement, d'autres qui ont démarré comme cela. Il était avec Francis Blanche, Arj Aznavour a aussi commencé comme cela. Et donc, en fait, c'était vraiment les années de misère. Et pour autant, quand quelqu'un qui venait manger là où
il jouait de la musique, parlait trop fort, et alors qu'il était que pour accompagner, il virait la personne de la salle pour le plus grand désespoir du patron du resto, qui disait quand même c'est ma recette. Ah oui. Et vous le racontez Et ça a duré effectivement. longtemps, ça. Alors, il longtemps. commence à avoir du succès au début des années 52-53. C'est Paris Canaille qui va un peu... C'est pas une chanson chantée par lui, c'est une chanson chantée par Catherine Sauvage qui va le lancer. Et à partir de là, les années de Mouise, les temps difficiles, cette fameuse fin du mois va prendre fin. On va écouter justement Paris Canaille sur Sud Radio. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes accordéons, ça fait pas de honte, mais c'est si bon, t'es gigolo. Chanson immortelle, absolument Oui, immortelle. sublime. Et vous le disiez effectivement, grâce à cette chanson, eh bien, il va sortir de la précarité. 2 ans plus tard, en 54, il fait la première partie de Joséphine Baker. C'était à l'Olympia. Et vous dites que c'était un désastre. Racontez-nous pourquoi. C'est un désastre parce qu'il arrive, il a presque des après-ski, un fuseau, il est fagoté comme l'as de pique, il se tient pas bien, il est maladroit sur scène et donc en fait c'est un bide intégral, et donc sa femme de l'époque, Madeleine, va un petit peu le conseiller sur la posture, sur la diction justement, et puis donc là il va effectivement prendre du coffre parce que Ferré c'est aussi une voix. Ah oui. Quand vous écoutez cet extra par lui ou par d'autres, ce n'est pas du tout la même chose. Ou la fiche rouge. Qui peut chanter la fiche rouge comme il le chante? Et donc, effectivement, il va prendre conscience qu'en fait, au départ, lui disait, mais moi, je vais faire de la musique, je veux pas chanter. Et donc, il a été un peu contraint de venir chanter pour pouvoir... lui, il ne voulait pas chanter, en fait. Non, il trouvait qu'il voulait faire des chansons pour les autres, mais c'est pas ça qui l'intéressait. Parce qu'en fait, vu son enfance et vu les rapports, son père, le moins qu'on puisse dire, ne l'a pas vraiment mis en confiance. Ne lui a pas donné confiance en lui. Son père voulait absolument pas qu'il chante, Ah non, qu'il il fasse devait cette être carrière dentiste. Oui, il l'a envoyé en stage chez un dentiste. Heureusement, il a mis du produit anesthésiant dans l'œil d'un patient, donc il a été viré sur le champ. Tant mieux pour la chanson, tant pis pour les dents des gens qui habitent à Monaco. Et oui. Et son premier grand triomphe, donc c'est l'Alhambra en 61. Alors quand même une salle de plusieurs de 1600 ou 2000 places, c'est une avant-première où le tout Paris se précipite et c'est le grand succès des super chansons d'amour comme Chanson pour elle, Nous deux, texte de Jean-Roger Cossimon, et puis effectivement les chansons d'Aragon, Est ainsi que les hommes vivent, L'étrangère. Et effectivement là c'est le premier succès, il rentre dans une autre dimension. Et alors ce qui est amusant pour Aragon, il avait rencontré Aragon, il voulait mettre ses chansons en musique et Aragon lui dit ça fera 44. Et Ferré lui dit 44 chansons? Non, vous serez le 45e à mettre mes textes en musique. Rappelez-moi qui sont les 44 premiers, on les a oubliés, on ne se rappelle que de Léo Ferré. Ça, c'est vrai. Et rappelons que, effectivement... Pardon, ouais. Et je voudrais rappeler que 61, on est encore en pleine guerre d'Algérie. 62, c'est l'indépendance. Et il fait cette chanson extraordinaire que je connais par cœur, que nous connaissons tous par cœur, les temps sont difficiles. Et oui, on l'écoutera dans un instant. Je voudrais rappeler, parce que c'est la guerre d'Algérie, quand il dit... il dit ceci, il dit quand on questionne, il n'y a qu'à causer. Il dit file-moi les tiennes, mon petit Youssef, sinon je te branche sur SDF. C'était les tortures en Algérie. C'est-à-dire qu'il n'hésitait pas à parler de tout. Et que je me rappelle ces chansons, c'était à l'Alhambra où les gens applaudissaient à chaque couplet. Oui. C'était fabuleux. Et à l'Alhambra, vous vous rappelez dans votre livre effectivement qu'en première partie, il y avait effectivement ce numéro étonnant de chimpanzé. Alors qui va être la naissance d'un drame, puisque effectivement, il y a une petite chimpanzé que le couple Ferré va accueillir, élever comme un enfant, qui va prendre une trop grande place dans leur vie, Pépé donc, et qui va les conduire à quitter Paris parce qu'elle tient pas en place. Ils vont d'abord sur l'îlot du Guesclin en face de Cancale, c'est pas assez grand encore. Ils vont dans le Lot et Pépé, elle balance les tuiles sur le toit, elle va se servir dans l'assiette, elle fait fuir tout le monde et le paradis va se transformer un peu en enfer. Et oui, effectivement. Et à sa mort, il sera vraiment, perturbé par sa mort, c'est dévasté. Moins qu'on puisse dire, alors. Et il lui a rendu hommage à travers cette chanson que l'on entend actuellement sur Sud Radio. Mais c'est vrai qu'il l'a considérée comme une seconde fille en quelque sorte. Alors en fait, avec Madeleine lui a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, ce qui était faux. C'est elle qui s'était fait ligaturer les trompes et c'était un peu la fille qu'ils n'ont pas eu. Et donc ils ont pris une place énorme et Pépé s'était blessé, mais il y avait déjà plus que de l'eau dans le gaz entre Madeleine qui filait un mauvais coton au château de Perdrigal, qui était un peu tombé dans la dépression, l'alcoolisme et qui n'arrêtait pas d'engueuler Léo. Donc
ça allait plutôt entre eux. Pépé se blesse et quand Léo est parti en tournée, Madeleine ne va pas avec lui, dit si tu reviens je te balance un coup de fusil, et elle fera tuer non seulement Pépé mais également toute la ménagerie parce que c'était devenu une vraie ménagerie. Et donc le 7 avril de 68, effectivement, Ferré revient et voit tous les animaux qui ont été tués par un chasseur commandité par son ancienne femme. Ah, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Et ça a dû le plonger dans une dépression. Enfin, Oui, alors effectivement, et donc il est parti sur les routes de Bretagne parce qu'un nanar, Lochu, avait organisé une tournée avec Maurice Fro et Paul Castagnier, son pianiste, et ça va donner cette magnifique chanson Les Étrangers. Alors Pépé, bien sûr, la chanson en hommage à ce chimpanzé, et aussi Les Étrangers, cette magnifique chanson sur laquelle Ivry Guitlis va venir déposer son violon. Ah oui. Alors revenons au récital de l'Alhambra et écoutons la chanson avec laquelle il l'avait démarré. Pour la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Et oui, cette chanson. Pascal Boniface. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, le timbre de la voix. Vous avez vu comment il tient. Deuxièmement, mais attendez, il n'y a pas une chanson aussi moderne que ça. Quel chanteur d'aujourd'hui arrive à la cheville de ça? Pardon, je veux dire, on a des bons chanteurs. Elle n'a pas pris une ride. Elle n'a pas pris une ride. Et effectivement, il dit, le diable m'a fait une commande. Et mon Dieu, une commande du diable, ça ne se refuse pas. Donc c'est aller à l'envers des convenances. Célébrer Satan, bien sûr, ça ne se fait pas. Mais c'est le moyen de tourner la loi. C'est effectivement pour toute la protection, finalement, des démunis, des faibles, de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Donc il retourne un peu la condamnation du diable en faisant de Satan un protecteur de ceux qui n'ont rien. Et oui, des déshérités. Eh oui. Elle avait été censurée à l'époque, cette chanson. Comme oui, bien sûr, comme beaucoup, comme Les Temps difficiles auxquels André Berkoff faisait allusion, comme Pacific Blues, qui est une chanson contre les guerres coloniales, comme Mon Général, qui mettait en cause De Gaulle. C'était à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de radio, parce qu'à part Radio France quand même, enfin l'équivalent de l'époque. Et donc en fait, quand vos chansons étaient censurées, c'était quand même difficile, mais heureusement, on ne pouvait pas interdire les tours de chant. Et là, le public se précipitait. Et oui, et ces tours de chant, c'est en quelque sorte des meetings. Oui, alors effectivement, en 68, il fait après 68 Bobino 69, qui est le tour de chant d'après 68, et pour se moquer de lui de façon critique, le Figaro titre la clique de Nanterre est devenue la claque de Bobino. Et en fait, il a pris ça comme un compliment, et effectivement, il a chanté pour la première fois les anarchistes le 10 mai 68, date dans la révolte. Il répétait, et les manifestants passent devant la mutualité où il devait faire un concert pour la fédération anarchiste, il dit « Ah, Ferré avec nous !» Non, les gars, je peux pas, je vais chanter. Et pour la première fois, il a chanté des anarchistes, parce que Madeleine, seconde femme, ne voulait pas qu'il chante cette chanson-là en pensant qu'elle allait le couper du public, de les bien-pensants. Et heureusement, c'est quand il a rencontré Marie-Christine et qu'il s'est mis en couple avec Marie-Christine, il s'est libéré. Et donc, il a chanté cette chanson, et il y a encore un enregistrement qui existe, et en fait, le spectacle est dans la salle. C'est-à-dire que les spectateurs font partie du spectacle, effectivement, et font partie du tour de chant. Oui. Mais comment, en fait, il était devenu anarchiste et à quoi correspondait son anarchisme? C'était quoi? C'était un état d'âme? Oui, c'est le refus de l'autorité. Il a tellement souffert de l'autorité de son père, de l'autorité des prêtres de Bordighera, qu'il a pris l'inverse. Pour lui, l'anarchisme, c'est pas la violence. Il dit, c'est pas Ravachol, on va pas déposer des bombes. C'est le refus de l'autorité. Je fais ce que je veux tant que j'emmerde pas les autres, et venez pas m'emmerder. Et d'ailleurs, après, à la fin, il ne voulait plus chanter les anarchistes, pourtant, qui rencontraient un succès énorme à chaque fois, parce qu'il disait, je veux pas que ça devienne un hymne. Le drapeau noir, c'est encore un drapeau. Et il ne faut pas que cette chanson devienne un hymne officiel des anarchistes, ce qui est une contradiction. Oui, en revanche, Pascal Boniface, il a été très proche de la fédération anarchiste. Oui. Il les aidait, il faisait Il a fait des tonnes de concerts. Il a fait beaucoup de choses pour eux. Pour les fédérations Louise Michel, etc. D'ailleurs, à un moment donné, dans les années 60, il a été convoqué au commissariat en disant, vous allez aider des gars anarchistes, attention, c'est pas bien. Il dit, écoutez, mais il a chanté gratuitement, évidemment. Plusieurs fois, il a très longtemps renfloué les caisses de tous les mouvements anarchistes. Les fédérations anarchistes, c'est ça, les graines d'un nanar et compagnie. Mais il lisait beaucoup. Oui.
Proudhon, etc. C'était un gros lecteur. Sa bibliothèque est quand même très fournie. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup documenté, qui est un autodidacte, parce que c'est bien sûr pas... Alors ici, il a fait Sciences Po, en même temps que François Mitterrand d'ailleurs, même s'ils ne sont pas rencontrés, mais il n'a pas été jusqu'au bout du cursus. Oui. En tout cas, il a été de tous les combats libertaires et politiques, Ferré. Il a surtout été, on l'a déjà dit, un immense poète, et on va écouter plusieurs de ses succès dans un instant sur Sud Radio, alors reste avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Il n'y en a pas un soupçon, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Et oui, les anarchistes, André Berkoff, l'hymne de Ferré, des anards de tout poil. La dernière fois qu'il a chanté ce titre, c'était à la Fête de l'Humanité en 1992. Il dira « Je suis un immense provocateur », Pascal Boniface. Oui, effectivement, quand on connaît le différent, pour le moins, entre anards et communistes pendant la guerre d'Espagne, que Ferré chante souvent, c'était effectivement une immense provocation, une provocation qui a été tout à fait appréciée. Au début, il y a eu quelques sifflets, puis après, tout le monde a applaudi. Ferré était un habitué de la Fête de l'Humain, enfin il est allé plusieurs fois. Il a été membre pendant un jour, pendant 1 heure du Parti communiste. On lui a dit tu parleras plus tard, il dit moi je parle tout de suite sinon je m'en vais. Mais en fait il avait aussi une très belle coopération avec Aragon. L'ex-Stahl et l'ANAR ont vraiment eu une très grande coopération, et donc ça a été immense, ces 2 chansons à la Fête de l'Humain, peu de temps avant qu'il ne puisse plus chanter, effectivement. Et oui, mais on peut dire que c'était un homme de paradoxe, parce qu'il est anarchiste, il est né à Monaco, il est antimilitariste, il est mort un 14 juillet, il est anticlérical et ses parents s'appelaient Joseph et Marie. Oui, effectivement, et le père de sa femme, Marie-Ricine, s'appelait Jésus, donc ça faisait beaucoup. Mais effectivement, il disait, mes parents s'appellent Joseph et Marie, mais la ressemblance s'arrête là. Alors revenons dans les années 60. À cette époque, il a créé ce qu'on a qualifié par la suite les fameux chants de révolte, comme celui-ci. Je m'en reviens par le bateau des colonies. Les colonies, c'est un peu loin, mais c'est joli. Il y a du soleil et des grands champs pour faire la chasse aux animaux. Moi, j'aime pas ça, ils m'ont rien fait, je les aime trop. Première des chansons anticoloniales, un peu, de Léo Ferré. Oui, là, on voit très bien la comparaison avec les guerres coloniales, effectivement, les animaux, etc. Et donc, chanson, bien sûr, qu'il chantait sur scène, mais qui n'est jamais passée à la radio. Jamais. Censure. Et pour cause, absolument. Oui. Donc, effectivement, il s'est indigné contre les guerres d'Indochine et d'Algérie. Et dans les temps difficiles, on en a parlé dans un instant, il y a quelques instants sur Sud Radio, André Berkoff. En 61, il dénonce la pratique, les tortures pratiquées par l'armée française. Écoutons cette sublime chanson. En Indochine c'est bien fini, en Indochine ça refleurit. Quand l'Indochine c'est terminé, où c'est-il qu'on pourrait se tailler? Les temps sont difficiles. Quand on n'a pas les mêmes idées, on se les file, c'est régulier. File-moi ta part mon petit Youssef, sinon je te branche sur les DF. Les temps sont difficiles. Voilà. Et là, on disait, les gens applaudissent à chaque couplet, à chaque phrase, quoi. C'était incroyable. Et oui. Selon vous, Pascal Boniface, Ferré a été le précurseur du slam et du rap. Oui, aussi, parce qu'il a voulu se débarrasser de toutes les convenances, notamment la chanson 3 minutes, qui est pratique pour passer à la radio. Et donc, il a commencé à faire des textes très longs, plus longs qu'une chanson, comme Le Chien. Il n'y a plus rien aussi, qui étaient des textes qu'il déclamait.
qu'il ne parlait pas, qu'il déclamait. Il a aussi la lettre, une chanson d'amour dont il parlait. Il a voulu parler sur de la musique et dans des textes plus politiques comme Le Chien où il n'y a plus rien, faire des longues déclarations. Et effectivement, c'est un peu le précurseur avec aussi quand même des paroles très très fortes à chaque fois, avec des fonds à la fois politiques et poétiques. Mais on sait pourquoi il a voulu parler. Enfin, oui, alors, pour Le Chien, c'est simple, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver la musique. Et Maurice Froid lui dit écoute, t'as qu'à le dire et je me démanderai pour en faire un accompagnement. Et c'est parti comme ça. Et puis ensuite, ça lui a plu, il l'a fait. Il y a carrément un album, enfin 33 tours, donc 2 faces, de presque 40 minutes, et basta, où il ne fait que déclamer des choses, etc. Mais en fait, il y a des gros musiciens d'ailleurs, Paco Ibáñez, etc. Et donc, effectivement, et c'est vrai qu'on peut dire qu'il a été le précurseur du slam, oui. Et oui. Il a été révolté toute sa vie. Je crois jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il piquait des colères dès qu'il trouvait que quelque chose était injuste, n'allait pas. Il était connu pour ses colères parce qu'effectivement, il ne pouvait pas se satisfaire de l'état des choses. Et donc, je pense que cette révolte qui est née en lui à l'enfance contre l'autoritarisme borné de son père et des prêtres, ça l'a animé jusque sur son lit de mort. Ah oui, et ça lui a joué, on peut dire, quelquefois des tours, parce qu'il n'a pas toujours été en odeur de sainteté. Ah bah c'est clair. On l'a traité de vendu, on l'a traité de salaud. Alors déjà, il s'est fâché avec beaucoup de monde, parce que même son producteur, Eddie Barclay, il veut faire une émission d'hommage à Edith Piaf, dans laquelle il se moque de Johnny Stark, qui promeut Mireille Mathieu, et donc Barclay la censure. Du coup, il se fâche avec Eddie Barclay. Il dit, mais Edith Piaf, elle m'a aidé, c'est pas parce qu'elle est morte que je vais pas lui rendre hommage. Donc, il n'a jamais transigé sur le respect dû aux gens. Il n'a jamais trahi personne. Et donc, il s'engueulait avec beaucoup de journalistes, etc. Il ne transigeait pas, et y compris avec des gens quand même très importants. Mais finalement, le talent était suffisant pour qu'il fasse la carrière qu'il a faite. Oui, et ce qui est incroyable, c'est que vous rappelez dans votre livre que Jean Edernalier, à l'époque de son journal L'Idiot Utile, il dit Idiot International. Remarque, oui. Idiot Utile, ça lui va bien aussi. Non. C'était plutôt l'idiot inutile. Voilà, exactement. Il avait lancé un appel au meurtre contre lui, c'est incroyable. Oui, il était très jaloux de Ferré. Il avait inventé une fable comme quoi Léo Ferré avait appelé les flics pour un tour de chant. Les places des concerts Léo Ferré étaient 4 fois moins chères que celles des autres chanteurs de l'époque. C'était 10 francs. Mais il y a des gens qui disaient il est à Nord, on va rentrer gratuitement. C'est normal, il est à Nord, donc on va rentrer gratuitement. Il faut quand même bien payer tout ça. Et donc en dernier, il avait lancé effectivement en disant que Léo Ferré était l'agent des flics. Et il y avait des bandes d'excités, pas des vrais anards, d'ultra radicaux qui venaient lui cracher dessus et qui venaient effectivement appeler sur cela. Alors aussi une fois, Robert Charlebois faisait l'avant-première de son spectacle. Il a dit moi je suis marxiste en tant que Groucho. Alors là, colère générale aussi, etc. Bon, c'était toujours la provocation. Oui. Bien sûr. Mais à l'époque où il était aussi directeur d'orchestre symphonique, la critique a aussi été acerbe contre lui. Ah oui, parce que qu'un chanteur de variété puisse venir concurrencer Boulez, Karajan en dirigeant l'orchestre, sauf que la première répétition, les 80 musiciens des concerts Padeloup se sont levés pour l'applaudir, et qu'au Palais des Congrès, pendant 5 semaines, il y avait 3600 spectateurs payants qui ont écouté la musique classique, par jour, qui ont écouté la musique classique, qui ont écouté des poèmes, sans subvention, et comme Ferré disait, Karajan, c'est 1000 visons une soirée, moi, c'est 3600 spectateurs qui vont écouter de la musique classique sans qu'on n'ait jamais rien fait pour m'aider. Oui, parce qu'on n'aime pas, parce qu'il y a les étiquettes. Parce qu'il n'était pas dans la case. Sa case à lui, c'est la chanson de variété et c'est pas la grande musique. Alors après, Jack Lang lui a proposé 2 fois de lui fournir un orchestre de musique classique s'il venait pour un meeting de mi-temps. Il a refusé. Oui. Alors je vous propose d'écouter tout de suite, André Berkoff, ce fameux texte d'Aragon que vous adorez, que vous aimez à merveille, L'étrangère. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture. En voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin. Sublime. Non, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est tellement fort, quoi. C'est extraordinaire, Pascal Boniface, mais je dis, quand il y avait encore, il n'y a plus de boîte russe à Paris, enfin, Zigan russe. Oui. Et je me rappelle très bien qu'on allait un peu partout, j'avais les frères Ferré, les neveux de Django Reinhardt, etc. On chantait ça.
c'était immanquable qu'on chante l'étrangère, parce que c'était formidable. Alors ce disque, il l'a sorti en 61, Ferré chante Aragon, et à l'époque, Barclay n'y a pas cru une seule seconde. Pas un instant. Ouais. Alors Barclay veut Ferré parce qu'il commence à prendre de l'importance, et Barclay, c'est le type à la mode, c'est le type qui a du flair, c'est lui qui a introduit le 45 tours en France, c'est un type qui a une sens commerciale, il avait les meilleurs maquettistes, les meilleurs arrangeurs, etc. Donc Ferré va chez lui, il voulait qu'il lui fasse un album classique de chansons. Et Ferré dit non, je viens à condition qu'on fasse Aragon. Donc c'était la condition pour qu'il change au mercato, qu'il change d'équipe. Alors finalement Barclay accepte parce qu'il se dit bon, je vais me rattraper. Il y avait cette chanson, Monsieur Barclay m'a demandé, il Ferré, fais-moi un succès. Et donc le deal c'est je te fais des succès si tu fais Aragon. Mais en fait le résultat c'est que Aragon a été un immense succès. Et Ferré disait Barclay m'a fait une fleur, mais je lui ai quand même rendu le bouquet. Sublime. Alors Ferré, on l'a dit, a chanté aussi Verlaine et Rimbaud. Écoutons Âme, te souvient-il? Âme, te souvient-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle? Jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Chanson formidable. Ce qui est extraordinaire, c'est la manière aussi dont il orchestre tout ça, comment il les mélodise, quoi. Ah oui, parce que et il faisait ça rapidement. Il prenait un poème, il écrivait la musique, comme ça, au débeauté, au pif, et puis voilà, il disait je suis dicté. Je vais pas t'expliquer comment j'écris la musique, je suis dicté. Et donc, effectivement, si ça marchait pas, il passait à autre chose. Mais les Assis, il y a une force, les poètes de 7 ans, etc. Enfin, je veux dire, le double album, Verlaine, Rimbaud, c'est un pur bijou, mais c'est un pur bijou. Et en fait, je veux dire, il a fait découvrir quand même, enfin moi le premier, j'étais un peu pas si bon élève que ça, et j'avais du mal à réviser les poètes pour le bac de français qu'on passait en première, mais grâce à Ferré, j'ai eu une connaissance express de tous ses poèmes. Ah oui, et sur scène à l'époque, il ne s'est pas gêné de vanter l'amour entre Verlaine et Rimbaud. Mais oui, parce qu'à l'époque quand même, l'homosexualité c'était pénalisé, tout simplement, c'était pénalisé. Et donc dans le Lagarde et Michard, où il y avait quand même les textes de Verlaine et Rimbaud, on ne cachait pas la nature de l'amitié très particulière qu'il y avait entre Verlaine et Rimbaud. Et Ferré le disait sur scène, il disait on vous ment dans les livres, il faut savoir la vérité, etc. À une époque quand même où l'homosexualité était plus que tabou, elle était pénalisée, elle était donc Ferré se battait pour toutes les libertés, y compris les libertés des autres, de même que il avait mis aussi les chansons de Baudelaire interdites. Eh bien, en 1957, son premier album sur Baudelaire, il mettait les chansons qui étaient mises à l'index des Fleurs du Mal. Eh oui. Vous imaginez, c'était encore mis à l'index, les Fleurs du Mal, absolument. Alors Ferré a aussi mis en musique Rutebeuf. Que sont mes amis devenus, voilà. Que j'avais de si près tenu et tant aimé. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est morte. Ce sont amis que vent emporte. C'est magnifique parce que vraiment ça reste. La mélodie, les paroles. Jeune Bèze l'a repris d'ailleurs. Elle en a fait un succès international. Yoann Bèze a repris ce titre. Oui, avec la chanson de Ferré. Voilà. Mais qui connaîtrait Rutebeuf sans ça? Et Ferré raconte qu'un jour, il passe dans la rue, il y a un camionneur qui dit « Alors, quand est-ce que tu chantes Pauvre Bœuf ?» Et bon, mais voilà, mais il connaissait quand même... Ça lui dit quelque chose, ouais, bien sûr. Pauvre Rutebeuf, qui était un poète du Moyen-Âge, c'est ça? Voilà, un poète maudit. On entend un peu Jean Bèze qui chante, effectivement, que nous a mis Thibaut Sadler, notre réalisateur. Et en fait, c'est un... Comment dirais-je? Voilà, il a servi les autres. Oui, il disait, voilà, moi je mets ma musique comme des petites roues qui vont accompagner les poèmes pour aller vers les autres comme cela. Et donc il se voyait comme musicien venir apporter la poésie pour tous, parce que pour lui, il disait, la poésie ne doit pas être uniquement pour un tout petit nombre de personnes. Les bouquins de poésie ne se vendent pas beaucoup, etc. Il avait préfacé d'ailleurs un recueil de Verlaine, il en était très heureux. Et donc son objectif, c'était que la poésie puisse aller vers le plus grand nombre. Et il a vraiment réussi cet objectif.
Et oui, et il a surtout écrit des textes fous d'amour, Pascal Boniface. L'amour, c'est comme un voyou qui met des verrous aux portes du rêve, a-t-il chanté. On écoutera quelques-unes de ses chansons teintées, on peut dire, d'érotisme, dans un instant sur Sud Radio. André Berkoff, Céline Alonso. T'es toute nue sous ton poule, y a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. Ferré a vraiment merveilleusement parlé d'amour, Pascal Boniface. Bah oui, à Paris, ça sent bon, faisons nos amis. Enfin, c'est quand même l'amour libre avant l'heure, hein, derrière les mots. Et donc, effectivement, il a des textes d'un érotisme. Vous avez passé tout à l'heure cet extra, c'est quand même d'un érotisme indépassable. Il y a pas mieux que cela. Et donc, effectivement, il a chanté à la fois l'amour courtois dans des chansons comme L'amour fou, des chansons ou Chansons pour elle. Et puis, effectivement, parfois avec des mots plus crus ou parfois de façon très évidente, faites l'amour. Donc, l'érotisme a toujours été une des composantes essentielles de son œuvre. Oui. On peut dire qu'il a ringardisé les yéyés avec Joli Môme. Oui, parce que dans les années 60, il y a les yéyés, donc ils mettent un peu au rencard les Brel, Brassens, Ferré, les chanteurs à texte, en disant, bah voilà, t'es plus dans le coup, papa, t'es plus dans le coup, chantait Sheila. Mais ils ont jamais aucun d'entre eux n'aurait pu chanter Joli Môme. C'est bien trop osé. À une époque, quand même, il faut se rappeler qu'une speakerine a été virée de la télé pour avoir montré son genou. Bon, donc il faut voir quand même ce qu'était la société du début des 60. Et oui. Et d'ailleurs, Juliette Gréco a repris Joli Môme. Oui, bien sûr. Aussi. Et effectivement, elle a merveilleusement chanté. Qu'est-ce qui fait que Brel, Ferré, Brassens, ils n'ont jamais fait un spectacle ensemble? Alors, Ferré leur avait proposé dans cette fameuse sommet à Troyes où un journaliste les avait réunis pour faire un débat. Et Ferré dit ce qui serait formidable, c'est qu'on fasse une sorte de balade. Brel vient chanter une chanson, il repart. Brassens vient chanter, il repart. Je viens chanter, etc. Il dit ah ouais, intéressant. Puis en fait, ils n'ont jamais voulu. Et ça s'est fait, mais plus tard, au Francofolie, où plusieurs chanteurs sont venus rendre hommage à Léo Ferré. Et vous savez qui a repris l'idée? C'est Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell, les vieilles canailles. C'est ça. C'était eux, en fait, les vieilles canailles. C'était ça. Alors écoutons une autre sublime chanson de Ferré, Faites l'amour. Je vous ferai l'amour, madame qui passait. Madame, si tu voulais, on irait à l'hôtel. J'en connais un là-bas, dans le quartier des chiens, où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer. Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. En fait, quelles orchestrations aussi magnifiques. À Pascal Boniface, là, je voudrais quitter un moment l'auteur, le très bon auteur de ce très joli bouquin. Vous êtes, je rappelle, fondateur de l'Iris. On vous connaît partout. Vous intervenez très souvent dans les médias et à juste titre pour parler politique, géopolitique, etc. Mais il y a une question que je me demandais justement, vous étiez là et vous êtes là, est-ce que encore, justement, aujourd'hui, dans le paysage politique français, je ne parle pas seulement du paysage partisan, dans le paysage mental français, est-ce que l'anarchisme a encore sa place ou c'est devenu une espèce de... C'est au magasin des accessoires, oui, un fantôme magnifique mais disparu? Alors je crois que c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui se réclament de l'anarchisme dans des façons assez violentes parfois, comme les Black Blocs, etc. Mais sinon, je pense que l'anarchisme, c'est plutôt un état d'esprit. C'est, je dirais, plus libertaire en fait. C'est des gens qui estiment que tout le monde est responsable et adulte et qu'il faut le moins d'interdictions possible et que donc c'est ni Dieu ni maître comme revendication. C'est un peu libertarien. Voilà. Est-ce que ça se rapproche quand même? Alors, enfin, c'est pas libertarien au sens américain du terme. Mais alors libertarien, il y a une sorte d'égoïsme derrière, alors que dans l'anarchisme ou dans les libertaires, il y a une fraternité aussi. C'est à la fois des gens qui veulent être seuls, mais qui en même temps pratiquent l'amitié, etc. Mais donc il y a plus de mouvements anarchistes puissants comme en Espagne qui sont aux portes du pouvoir dans les années 30. Je crois qu'aujourd'hui c'est plus un état d'esprit. C'est ça. Oui. Individuel. Enfin, oui. Individuel ou groupal, communautaire. Individuel, et les individus se reconnaissent et peuvent se coopter.
Eh oui. Qu'est-ce qui fait, selon vous, aujourd'hui que Léo Ferré n'a pas la reconnaissance qu'il mérite? Parce qu'il faut le rappeler, à Paris, il a rendu hommage dans des textes sublimes. Pas un seul espace public porte son nom. Il y a tout petit espace public. J'ai dû me battre comme un chien pour qu'il soit inauguré. Il est tout petit, mais c'est pas du tout à la hauteur. Parce qu'une fois encore, il n'est pas d'une casse, il n'est pas d'un parti, il n'est pas du tout Paris. Et donc, en fait, on ne rend pas hommage à la hauteur. Le nombre de chansons sur Paris, Paris Canaille, Paname, etc. Paris, les 68, etc. Mais il a chanté une quinzaine de chansons. Il a magnifié Lutèce, Paris. Et effectivement, Paris, quand même, ne lui rend pas l'hommage qu'il mérite, malheureusement, y compris, là, cette année, pour le 30e anniversaire de sa disparition. Oui, c'est-à-dire pour le 30e anniversaire, par exemple, le ministre de l'Agriculture n'a rien prévu à ce jour, de la culture, oui. pardon. Le ministre de la Culture n'a rien prévu. J'espère que l'appel vibrant que André Berghoff a lancé en début d'émission sera entendu. Mais je trouve que c'est un peu honteux, quand même, c'est un peu honteux. Pour le centenaire de sa naissance, on s'est organisé avec quelques amis pour qu'il y ait des choses, mais là aussi, ça n'a pas été... Alors, je suis allé voir les gens de la Bibliothèque nationale de France pour dire on pourrait faire un colloque Léo Ferré. Ils m'ont dit d'accord, mais il faut payer la salle. Bon, ok. Voilà, voilà la Bibliothèque nationale de France. J'ai une idée, Pascal Boniface, ça y est, elle vient de m'arriver. Le défilé du 14 juillet, Macron est obligé de le faire. Il le fait sur la musique de Léo Ferré. Voilà. La Marseillaise de Léo Ferré. La Marseillaise de Léo Ferré. Voilà, ils descendent les Champs-Élysées, ils remontent les Champs-Élysées, toute la troupe sur du Léo Ferré. Voilà, ce serait un très beau 14 juillet et en plus reconnu. Et j'espère qu'Emmanuel Macron vous entend aujourd'hui en direct sur Sud Radio, André Berghoff. Et puis autre chose aussi quand même pour dire là-dessus, je crois que vraiment, et je suis très heureux, et on est très heureux d'avoir fait cette émission avec vous, Pascal Boniface, avec Céline Alonso et vous, parce que quelque chose de très important, je reviens à ça, vous savez, il a fait la mémoire et la mer, mais si on oublie la mémoire, c'est le cas de le dire, on oublie tout. Vous savez, c'est terrifiant parce que du passé, faisons table rase, disaient les communistes, très bien. Mais on fait table rase du passé, on fait table rase de ce qui fait notre ADN. Non, mais La mémoire à la mer était vraiment magnifique, une ode. Il a écrit ça sur l'îlot du Guesclin en arrivant. Il a eu une illumination, etc. quand il a acheté cet îlot. C'est une chanson magnifique et on ne la comprend que si on connaît bien la vie de Léo Ferré. Mais même si on la comprend pas, on est bercé par la musique, on est envoûté par cette chanson. C'est une chanson qui fait le consensus parce que dès qu'on l'écoute une fois, elle a une telle musicalité, les mots. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. C'est vrai. Vraiment des vers magnifiques. Écoutons-la justement sur Sud Radio. Et toi, fille verte, mon spleen, les coquillages figurants sous les sunlights cassés, liquides jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide, Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette de figure. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent. En fait, ce qu'il faudrait, je crois, Pascal Boniface, la seule mesure totalitaire que je prendrais jamais dans ma vie, c'est d'obliger les radios et les télévisions à passer du Ferré de façon régulière, parce qu'il ne le passe plus du tout. Hein. Non, effectivement, il a relégué un peu loin dans la mémoire, et effectivement, c'est toujours un plaisir, et son œuvre est tellement riche, tellement foisonnante, que l'on peut picorer par sa part. Il y a toujours un bijou à découvrir. C'est vrai, un bijou à découvrir, et voilà, et c'est ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin, les suivent, c'est du Aragon. En tout cas, c'est vraiment important, il faudra qu'on reparle aussi de Léo Ferré, Céline. Eh oui, Pascal Boniface, merci d'être venu sur Sud Radio. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre, Léo Ferré, Ni Dieu ni Maître, est publié aux éditions Duno. Tout de suite sur Sud Radio, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaie.